Évidemment, je décide de filmer cette vidéo au meilleur moment de la journée, quand le soleil rentre en plein dans notre appartement. Yes! Hello hello, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur cette chaîne. Je crois que ça fait un millénaire que je n'ai pas filmé de vidéo, vraiment. Vous voyez, je pense que je prends même pas la peine de faire attention à mes conditions de tournage, etc. Je sais que ma caméra fonctionne, je sais que mon micro fonctionne, je sais que je suis toujours aussi douée en montage, donc je ne m'inquiète pour rien. Ok, aujourd'hui on va revenir sur un truc qui bouleverse mon quotidien depuis déjà une petite année. C'est l'arrivée tout bientôt de notre bébé. En fait, c'est que là je suis à 38 semaines d'aménorrhée, donc c'est comme ça qu'on parle pendant la grossesse, on parle en semaine d'aménorrhée. Très contente aujourd'hui de réaliser ce récit de grossesse, de tout ce qui s'est passé. C'est important pour moi d'immortaliser. Et on va commencer par tout simplement nos choix. Déjà, faut savoir que quand on est neuroatypique, et on l'est tous les deux, donc moi j'ai un TSA et un TDAH, et mon compagnon Alexandre a un TDAH. Il faut savoir que c'est des choses qu'on donne à nos enfants. Donc forcément, quand on s'est mis en tête d'avoir un enfant, et ça remonte, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on savait qu'on voulait fonder une famille, mais on a attendu le meilleur moment pour le faire, et surtout le moment où nous mentalement on est prêt à le faire. Financièrement, et ça je pense que de toute façon c'est vraiment quelque chose qui est dans notre génération et est vraiment ancré, il fallait que ce soit ok financièrement, fallait qu'on puisse avoir des projets derrière, fallait quand même qu'on puisse correctement vivre avec l'arrivée d'un enfant. Il était hors de question d'avoir un enfant et de, entre guillemets, baisser notre qualité de vie. Elle pouvait diminuer, bien évidemment, mais pas à un point drastique où moi je ne puisse plus faire mes examens médicaux. Donc il fallait aussi qu'on soit prêt à être parent. Ok avec le fait d'éduquer un être humain, comment on se sentait avec l'arrivée d'un être humain, quel était notre mindset à nous, il fallait que tout soit au vert, ce qui fut le cas, et donc j'ai arrêté ma pilule en janvier 2025. Faut savoir aussi que dans nos choix, il y avait le suivi et qu'il était impératif pour moi d'avoir le meilleur suivi ever, et pour ça, pas de suivi en hôpitaux. C'est clair et net, c'était non, direct. Il fallait de l'argent donc pour la maternité, de l'argent tout court. Voilà, c'est vraiment comme quand tu programmes tes plus grosses vacances de ta vie là, sauf que elle dure toute ta vie, mais il faut que ce soit carré au possible, fallait qu'on ait la thune. Donc en janvier 2025, j'arrête la pilule. L'arrêt de la pilule, c'est vraiment quelque chose. Les essais bébés, c'est vraiment quelque chose. Mais on va commencer par la pilule. Faut savoir que moi, je la prends depuis que j'ai mes règles, quoi. Genre, délire, je n'ai jamais connu mon cycle hors pilule. Je ne connais pas mon corps en fait. Donc l'arrêt de la pilule, c'est une certaine angoisse. Et aussi, quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que dans le cadre de mon TSA, l'imprévisibilité, c'est quelque chose qui est très difficilement gérable. Le fait d'avoir une pilule permet en fait de contrôler l'arrivée des règles. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je la prenais en continu parce que les règles, c'est une contrainte sensorielle. Mais genre, une contrainte sensorielle terrible, c'est complètement, moi en plus ça a duré 2 semaines d'arrêt complet d'activité, etc. 2 semaines dans un mois, c'est beaucoup en fait. Il n'y avait pas d'autre option possible que de prendre cette foutue pilule. Donc pour essayer de vivre mieux mon arrêt de pilule, l'objectif c'était de connaître mon corps. Rien de mieux que les tests d'ovulation. Voilà, je vous le dis, c'est angoissant pour certaines personnes, mais vraiment pas pour la majorité. Il y en a beaucoup qui les utilisent pour connaître leur cycle, pour savoir comment ils fonctionnent, et puis petit à petit, durant les essais bébés, estompent en fait l'utilisation des tests d'ovulation. Ils servent à définir ta fenêtre, ils servent à comprendre comment fonctionne ton cycle. Une fois que tu as compris que c'est à cette fenêtre-là qu'il faut y aller, je suis désolée, je bouge beaucoup parce que je suis assise par terre et il faut que j'étende mes jambes. T'auras une meilleure approximation de tes règles si tu attends l'ovulation. Voilà, c'était quelque chose d'important, moi j'ai continué et ce jusqu'au bout, ça ne m'a pas posé de problème, au contraire. Ça peut être une vraie solution et donner de la donnée lorsqu'on a potentiellement des problèmes aussi d'infertilité, ce qui est de plus en plus commun. Donc le fait de tenir un carnet,
le fait de tout noter, en même temps tu déposes ton cerveau dans un carnet, tu y penses plus, et en même temps ça permet d'avoir de la data, d'apprendre à te connaître, etc. Et moi c'était primordial. Donc les premiers mois c'était un peu difficile parce que forcément il y a le test négatif. Le test négatif c'est vraiment une émotion indescriptible. C'est un mélange de déception, de frustration, bref, une émotion particulière qu'il faut gérer en fait. Les premières fois sont les plus difficiles. C'est là où tu te rends compte que faire un bébé, ça se fait pas comme ça. Il y en a qui arrivent et c'est très rapide. D'ailleurs, c'est pas forcément non plus une bonne chose pour ceux qui se disent je vais prendre le temps et finalement ça arrive d'un coup. C'est pas forcément mieux. Mais quoi qu'il en soit, ce test négatif, c'est quand même quelque chose. Il faut accepter cette émotion. Ça peut durer quelques jours, mais il faut pas que ça dure. Si ça dure, vaut mieux aller consulter. Dans mon cas, les premières fois, c'était vraiment long. Puis surtout que ça m'énervait parce que j'avais mes règles juste après et que j'y arrivais pas sensoriellement, j'arrivais pas à trouver mes routines. En fait, c'est ça quoi, il fallait que je retrouve mes habitudes et c'était catastrophique. Donc les premières fois, c'était un peu difficile. Donc 2-3 cycles, allez 3 cycles, c'est bon, j'ai commencé à prendre du kiff avec les essais bébés. C'est bon, c'est à ce moment-là que j'ai capté. En fait, les essais bébés, c'est trop cool. J'ai eu un cycle un peu particulier. Un cycle, je vais en parler de toute façon, je suis obligée d'en parler, mais c'est très important et je vais mettre le point dessus. À mon 5e cycle, je crois que c'était ça, au niveau des dates. Et on avait prévu un voyage au Canada. Et ce moment au Canada, c'était quelque chose d'important pour nous parce que c'était la première fois qu'on partait vraiment à l'étranger avec mon conjoint. Tout seul et qu'on partait à l'étranger en ayant en plus de ça et de faire des vacances en plus de ça en ayant conscience du handicap. Vous allez le comprendre, tout est relatif hein. En fait on a réalisé beaucoup de choses durant ce voyage. Voilà. C'est un truc de fou, enfin vraiment on a sous-estimé trop de choses. Pas de drame, ça n'a pas du tout été le voyage de notre vie, mais pas du tout. Alors évidemment, je précise parce qu'il y a plein de gens qui me suivent et qui font partie de mon entourage. Il y a 2 récits, il y a 2 points de vue dans ce voyage au Canada. Il y a le nôtre et celui de nos amis. Quoi qu'il en soit, et ça j'en ai particulièrement conscience, quand une personne autiste est en crise, quand une personne autiste n'est pas dans les bonnes conditions, oui, le regard extérieur, c'est quelque chose. Là où ça a été grave, c'est dans la condition dans laquelle les choses se sont produites et le résultat final. Le résultat final, et ça, ils ne le savent pas, ils vont sûrement l'apprendre dans cette vidéo s'ils me regardent, c'est que j'aurais dû rentrer en France. J'aurais dû être prise aux urgences. Voilà. C'est que le comportement autistique est tellement particulier qu'on sous-estime ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Et ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps, chez les personnes notamment neuroatypiques, peut être grave. Et aujourd'hui, les dernières études sur le sujet le montrent pertinemment. Depuis que j'ai réalisé ça avec le Canada, c'est important pour moi de mettre les points sur les i. Et quand il s'agit d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, ça l'est d'autant plus. Et donc, on a dû faire des choix qui nous ont coûté très cher financièrement. Mais c'est ok. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'enchaînais beaucoup trop les crises autistiques. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même fait mon test d'ovulation parce que moi, de toute façon, je voulais savoir quand est-ce que j'allais avoir mes règles. Et en effet, il est positif. De toute façon, je sais très bien qu'au vu de la situation, on n'allait pas forcément faire des bébés, voilà. Que ça allait pas le faire ce mois-ci, c'est pas grave. Que tu passes par genre une phase de deuil, un peu de te dire que ce sera pas ce mois-ci parce que les conditions sont pas réunies pour que ça se passe vraiment bien et que la probabilité que ça fonctionne est extrêmement faible en fait. Quand tu fais des crises autistiques sur crises autistiques, t'as un corps qui fonctionne à moitié. En fait, quand tu fais des tests d'ovulation, t'en fais plusieurs pour savoir si le pic de LH se fait correctement. Le 2e jour, le test d'ovulation était blanc. C'est-à-dire que l'ovulation s'est stoppée. Et c'est là où tu prends conscience du danger qui est en train d'arriver. Une ovulation qui s'arrête au vu des conditions dans lesquelles on était, c'était tout simplement que mon corps, il était en plein stress. Là, objectif survie. Et c'est là où tu te rends compte que ce qu'on vivait, c'est pas du bullshit en fait. Hein. C'est les crises autistiques, c'est très particulier. L'état dans lequel une personne autiste peut être si on réunit pas un environnement safe et qu'on limite pas les déclencheurs, ça peut vraiment amener à des conditions graves. Et là, la preuve en est, j'étais en survie. Je n'ai pas eu d'ovulation. Mon ovulation s'est arrêtée.
Évidemment, on a pris les mesures adéquates pour me remettre un petit peu en forme et que mon corps ne soit plus dans cet état de survie. Ça a fonctionné, donc au bout de 7 jours, j'ai refait un test d'ovulation et c'était positif. Le pic de LH est reparti, donc mon ovulation est repartie et mon cycle s'est fait normalement. À cette période, évidemment, nous avons fait ce que nous avions à faire. S'il y a des Canadiens qui m'écoutent, j'ai adoré le Canada, j'étais très bien au Canada, mais les conditions n'étaient pas réunies pour que ça se passe bien pour moi. Un jour on y retournera, un jour on fera les choses beaucoup mieux, et cette fois-ci, et ça c'est ma leçon de ce voyage, et de me dire non mais c'est pas grave, je vais faire des efforts, non mais c'est pas grave, je vais faire des efforts. Si, c'est grave. Tu ne dois pas mettre ta santé en danger parce que des gens te demandent de respecter des choses que tu n'es pas en mesure de pouvoir faire. Si tu ne peux pas marcher, tu vas pas te forcer à marcher, tu ne peux pas marcher. C'est comme ça en fait. Ça s'appelle un handicap. Et ce n'est pas à moi de faire les efforts d'eux, c'est aux autres de s'adapter. Ça c'est ma leçon de vie. Et j'ai qu'une vie. Et j'en profiterai à 100%. Ça m'a redonné un reboost, tu vois. Un élan de c'est bon, on va faire quelque chose de cette vie. Je veux pas que ça arrive à d'autres personnes en fait, ce que j'ai vécu. Donc, on est rentré après à Lyon. Et là, canicule. La canicule quand on est autiste c'est très particulier parce que certains, et dont moi, je n'arrive pas à réguler la température de mon corps, donc dès qu'il fait très très chaud en fait je peux faire des malaises ou être vraiment pas bien, ne pas m'alimenter, et pareil on retourne dans un cycle de survie. Ça n'allait vraiment pas du tout parce qu'en fait je faisais vraiment des gros malaises, c'était un cauchemar. Donc avec Alexandre on prend la décision d'aller chez mes parents parce que chez mes parents il y a la pistoche, c'est en Suisse, il fait plus frais et la maison est climatisée. Ça va toujours pas mieux. Bizarrement, ma glaire cervicale est un peu différente. Mes règles arrivent toujours pas, mais avec le retard d'ovulation, je m'inquiétais pas particulièrement. Je savais que j'avais un retard de 7 jours à faire de toute façon, puisqu'il y avait 7 jours d'ovulation qui n'ont pas eu lieu, donc un cycle qui est théoriquement plus long. Donc je m'inquiétais pas particulièrement, mais bon, j'ai un ami, il me dit, mais quand même, au vu de ton état, ça se trouve t'es enceinte en fait. Moi je lui dis, c'est pas possible, tu sais très bien ce qui s'est passé, c'est impossible que je sois tombée enceinte à cette période-là. Mon corps n'était pas du tout en condition pour accueillir un enfant. En fait j'étais enceinte. En rentrant de Suisse, il était en fin de journée, je me suis dit vas-y je vais quand même faire un test. Si je suis vraiment enceinte il sera positif. Je l'ai pas regardé, je voulais rien savoir, ok. Pour moi c'était pas possible, je voulais pas reconnaître une déception alors que là je viens de vivre quelque chose de difficile. Donc j'ai pas regardé le test, je l'ai jeté. Le lendemain matin, 6h30, je me dis bon quand même, on va faire les choses bien, on va faire à la première urine et tout, on va faire le test. Positif. J'y crois pas, j'en refais un deuxième, positif. J'en refais une autre marque, positif. Comment ça, positif? Je ressors celui de la veille, positif. Je me dis, ouais non, c'est des lignes d'évaporation, c'est rien ça. Je fais un test de LH, positif. Pour le coup, du coup, je réveille Alex, je lui dis Alex, regarde, non mais je crois que je suis vraiment enceinte là en fait. Donc ça l'a énervé, mais il était content parce que ça l'énerve que je le réveille pour ça. Il était super content et je vais faire une prise de sang, 27 unités par litre. Les premières prises de sang, j'en ai eu plusieurs juste pour voir s'il y avait bien eu l'implantation. Et deuxième chose, j'ai fait une échographie de datation. Quelques semaines après le test positif, enfin vraiment quelques semaines, c'était 2 semaines après, pour bien vérifier que l'implantation ait bien eu lieu, puisque on est dans un cycle particulier. Donc, pour bien checker que bah là c'est bon, c'est parti, la grossesse elle est partie. Et en effet la grossesse était partie. Donc c'est là où on arrive au récit de grossesse. Déjà on l'a annoncé, moi je l'ai annoncé directement en fait. J'ai pas attendu, beaucoup disent il faut attendre les 3 mois machin. Moi si je vis une fausse couche, je veux pouvoir être soutenue par les personnes que j'aime le plus au monde. Et ces personnes que j'aime le plus au monde, je leur ai demandé déjà à l'avance, est-ce que vous voudrez savoir tout de suite ou est-ce que vous voulez que je vous dise après les 3 mois? Tout le monde m'a répondu non tout de suite et était adorable pour m'accompagner s'il y avait fausse couche ou autre. Le plus dur pour moi ça a été de pas le dire à ma mère parce que on voulait faire une belle annonce, quelque chose de bien. Du coup ce que j'ai prévu c'est que j'allais broder le petit nom que chacun va avoir parce que c'est le premier bébé. On attendait aussi les meilleurs moments pour le faire quand la famille était réunie, etc. Pour mes parents, ça s'est fait quelques temps après qu'on les ait vus parce qu'en fait ils sont venus à Lyon. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire certains achats, notamment la poussette. Et quand vous achetez une poussette en bundle, donc avec Cozy, Isofix, Nacelle, la poussette,
Ça prend une place monstre, vous avez des cartons mais énormes. Nous on vit dans un petit appartement, j'ai dû trouver une solution pour planquer ça et espérer qu'ils ouvrent pas le placard. Ils n'ont pas ouvert le placard, ils n'ont pas remarqué que j'étais enceinte. Il faut savoir que nous on avait planté les petites graines chez tout le monde, genre en mode non, on va pas faire de bébé maintenant, tout ça, sachant que tout le monde était au courant que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Et oui, c'était notre année des 10 ans, 2025. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais en fait j'ai appris donc ma grossesse, on était début juillet. On était début juillet. Si, on était début juillet. On est rentré du Canada le jour où l'implantation a eu lieu. Je ne sais pas, et en réalité on ne saura jamais si c'est le 17 ou le 18 juin. Donc ouais, mes parents sont venus et on les a revus, on a fait l'annonce. Donc il y avait tout le monde à table, j'avais emballé les t-shirts de tout le monde, j'avais donné à tout le monde. Et là ma maman qui réagit en mode mais comment ça grand-mère? Mais je vais pas être grand-mère. T'as mon père à côté qui sort. Mais je crois qu'il y a une annonce. Et là en fait je lui dis bah oui maman, je vais être maman. Et là les larmes, ça coule. Heureuse de ce moment, il est gravé. Pareil du côté d'Alexandre, on a fait la même chose. Ensuite il y a eu mes grands-parents qui sont venus en Suisse. Et on leur a fait la même chose. En fait j'avais déjà fait ma première écho et mes grands-parents, donc j'avais ma première écho et ils ont eu les images de l'écho en plus de leur t-shirt. Faut savoir que ma grand-mère perd la vue, donc il fallait vraiment faire quelque chose le plus adapté possible pour elle, mais elle a compris tout de suite. En voyant l'écho, elle a vu, elle a fait ok, non c'est bon. Explosion de larmes et ça a appelé toute la famille et donc du coup c'est comme ça que toute la famille a été au courant. Je crois qu'on va devoir filmer cette vidéo sous un autre plan parce que là la luminosité ça n'allait plus du tout. Pour le suivi on a choisi la clinique déjà par rapport au récit que j'ai pu entendre dans les hôpitaux mais aussi parce que j'ai toujours fait ça. Franchement pour le moment on n'est pas déçus. Oh bien au contraire, agréablement surpris du suivi qu'on a tout court, qui est vraiment juste génial. Enfin voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. On verra et on vous le dira à la toute fin au récit d'accouchement ce qu'il en est. Mais en tout cas pour le moment, vraiment nous on est plus que contents. Ensuite, j'utilise l'application Grossesse Plus sur mon téléphone. Alors ce que je vous conseille de faire pour bien utiliser cette application et pour qu'elle soit utile pour vous, c'est de ne pas inscrire votre date prévue d'accouchement, mais votre date de début de grossesse. En fait en France on calcule en 41 semaines d'aménorrhée, dans les autres pays c'est plutôt 40. Donc en fait la date prévue d'accouchement chez les autres pays est d'une semaine avant nous. Voilà, vous pourrez suivre avec la plateforme qui est trop bien parce que vous avez tout le temps des petits messages tout sur chaque semaine, la taille de bébé, il y a certaines échographies et tout, déjà juste la partie gratuite est super bien. En livre que je pourrais vous recommander, c'est celui de la maison des maternelles, c'est celui qui est le plus à jour sur plein de choses et vraiment ils vont jusqu'aux 2 ans à peu près de l'enfant, en fait ils font aussi un petit peu d'enfance et tout, je trouve vraiment super bien. Et en complément, lui par contre est un peu vieux. En fait, je crois qu'il date de 2016 et il y a eu des rééditions pour corriger certains trucs, mais pour autant il y a des trucs qui sont pas full corrects non plus, mais c'est très bien fait. Il y a plein de questions, toutes les questions que tu peux te poser pendant la grossesse, elles y sont. Et surtout moi ce que j'ai adoré, c'est ça. C'est avec les images et tout, les petits textes, savoir quoi faire, à quel moment, voilà, il te dit tout. Donc c'est pas plus mal d'avoir ça sous la main. Et enfin, mon carnet de bord de la grossesse, je vous recommande trop de faire ça, c'est trop bien. T'immortalises ta grossesse et tout. En fait chaque mois j'ai la première page où donc j'écris le mois et la date et petite photo, mon poids, etc. Enfin j'ai rempli comme j'avais envie de remplir finalement. Le seul truc c'est que pareil ils sont pas calés sur le calendrier des semaines d'aménorrhée, quelle semaine correspond à quel mois, etc. Là pour ça moi je vous mettrai cette image là qui est vachement bien et en fait moi je barrais toutes les semaines, comme ça je savais à quel mois j'en étais. Et t'as un planning aussi qui te dit quoi faire, à quel moment, quand faire la déclaration de grossesse, ce genre de trucs. Si c'est pas automatique, comment faire. Et puis t'as des petits conseils aussi. Voilà, t'as des pages avec des conseils. Donc vraiment trop bien. Le premier trimestre il passe généralement assez vite. Parce qu'en réalité t'apprends ta grossesse, souvent t'as presque un mois qui s'est presque écoulé. Le début de grossesse commence à partir du moment où il y a eu la fécondation. Et j'ai commencé mon premier mois en rentrant du Canada, j'étais à 105 kilos. Donc déjà que j'étais en obésité, mais là encore plus.
Le premier trimestre, je me suis retrouvée au 3e mois à 100 kilos tout rond. À peu près. J'avais perdu 5 kilos. Alors, je n'ai pas eu de nausées, je n'ai pas eu de vomissements, je ne mangeais plus. En fait, j'avais vraiment plus faim. Je fractionnais quand même mes repas. Ça me limitait un peu les remontées acides. Ça pouvait m'arriver d'avoir quand même des nausées, mais c'était pas des grosses nausées. Un symptôme important, ça a été la fatigue quand même. La fatigue, c'était similaire à ce que j'avais vécu durant mon burn-out autistique. J'ai vraiment retrouvé beaucoup de symptômes très similaires. Alors, c'est sûr que le mindset n'est absolument pas le même entre un burn-out autistique et une grossesse, mais en matière de fatigue, d'attention à avoir sur les déclencheurs, toutes ces petites choses, donc toute la sensibilité, etc., on était très similaires. C'était gérable, on savait quoi faire de toute façon puisqu'on avait déjà vécu quelque chose de similaire. J'étais quand même très heureuse, ça a bouleversé positivement, on va dire. Mais du côté d'Alex, c'est là où ça a été un peu différent. Lui avait beaucoup plus de mal et encore aujourd'hui a du mal à se projeter. C'est vraiment quelque chose qui est lié au TDAH. Et là, j'ai essayé de faire en sorte de l'aider du mieux possible et j'ai commencé par réagencer un petit peu notre appartement, commencer à faire une place pour notre bébé et ça a plutôt fonctionné. Mais il est très heureux, hein. Le 2e trimestre, là j'ai eu comme souvent un regain d'énergie. J'ai commencé à être plus particulier, déjà parce que mon ventre se voyait de fou malade. Voilà, 4 mois ça. Et au 4e mois, on a appris le sexe de notre bébé. Cette échographie est mémorable parce qu'en fait on ne voyait que son zizi. En fait, si vous voulez, il était de dos, donc on pouvait même pas voir son visage. On a juste eu le zizi. Mais du coup, j'ai une belle image du zizi dans mon livret de grossesse, là. On était très heureux que ce soit un garçon. Donc pour annoncer le sexe, on a fait un live privé pour la famille. Parce qu'on a de la famille qui est éparpillée partout et ça nous embêtait de devoir appeler tout le monde un par un, machin. Donc on a dit, écoutez, ça vous dérange pas, on fait un live. Et en plus, on vous fait un truc rigolo. Donc on a fait ça. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents au live, on les a appelés. Mais du coup, ça a mis une trop bonne ambiance. Trop bonne idée qu'on ait eu de faire un live vraiment et mémorable. À 17 semaines plus des quelques jours, on a trouvé le prénom. Voilà, donc 17 semaines, ça correspond au milieu du 4e mois. Et on ne le dira pas. Et on ne l'a pas dit. Et on est à 38 semaines d'aménorrhée. Et personne ne le sait. On a très hâte qu'il arrive pour que tout le monde puisse enfin entendre son prénom. Ensuite, au 5e mois, on a eu une petite frayeur. En fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de tiraillements. C'est là où ça a commencé à faire un peu mal. J'ai eu des vergetures et ça, j'en ai rien à cirer. Je saurais pas comment vous dire, mais ça me prenait. Il y a eu un soir où ça m'avait tellement pris qu'on s'est un peu inquiété parce que ça ressemblait beaucoup à des contractions. Et le lendemain matin, j'ai eu des pertes sanguines et tout. On a fait ok, on va voir le cabinet de sage-femme. Elles m'ont fait un contrôle du col. On a pu mesurer avec un mini Doppler si bébé avait toujours son cœur qui battait, tout va bien, juste c'est normal. Il grandit peut-être d'un coup et c'est ce qui fait que ça vascularise beaucoup plus le col, l'utérus, donc forcément tu peux avoir des petits saignements. Tout est rentré dans l'ordre après. On m'a donné du fer, même si j'avais pas forcément d'anémie, genre 1 jour sur 2. De toute façon mes prises de sang sont toujours très bonnes. Et donc cette petite frayeur, ça m'a fait poser quand même pas mal de questions. Est-ce que mon bébé est toujours vivant? Est-ce que machin? Ça peut mener un peu d'angoisse. Ça s'est vite résolu. TikTok n'aide pas pour ça, vraiment pas. Et le 5e mois, ça a été un mois qui était quand même vachement rempli. Donc on a eu l'écho de la T2 aussi. Écho T2 qui était absolument incroyable. Le cœur nous a fascinés en fait. C'est le voir vraiment bouger là en gros comme ça. Tu réalises que ouais, tes livres de cours et tout, genre là c'est en vrai. Ah, c'était impressionnant. L'échographie, elle est dingue. Puis ton bébé, il est vraiment formé. Par contre, on n'a pas eu son visage parce qu'il est tout le temps collé au placenta. On a eu aussi rendez-vous avec la PMI. Alors, faut savoir que nous, à la métropole de Lyon, en tout cas là où on est, on nous prend rendez-vous avec la PMI. Et ensuite, c'est nous, si on leur dit non, on annule le rendez-vous, on n'y va pas. Ou alors on y va. Nous on est curieux et puisque c'est notre premier enfant, on teste tout, on veut tout tester. On a tellement entendu de trucs négatifs sur la PMI qu'on était quand même curieux et on voulait faire notre propre expérience. Finalement, résultat des courses, nous, notre maison de la métropole, elle est vraiment bien. Les gens sont vraiment gentils, enfin vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ça. Et ils nous ont apporté des réponses, surtout en tant que personne en situation de handicap, qui étaient nécessaires pour nous. On a eu beaucoup de bonnes nouvelles en fait sur ce mois-là et on a officiellement nommé les parrains marraines aussi. Et au niveau des sensations du 5e mois,
ben c'était toujours de la fatigue et je commençais déjà à le sentir au début du 5e mois. Je l'ai senti quand même assez tôt, mais c'est pas les mêmes mouvements que ce que j'ai là quand je vous parle. 6e mois, 6e mois, test du diabète gestationnel. Je n'ai rien eu pendant ce test du diabète gestationnel. J'avais l'impression de boire un Sprite un peu pétillant, je sais pas pourquoi. Il y avait pas de bulle, mais c'est l'impression que j'avais. Un bon Sprite américain, tu vois. Bien sucré sa mère. C'était bon. Je l'ai bu en 2 secondes, que j'avais goût citron. Ensuite, on a attendu. Il ne s'est absolument rien passé, ni vertige, ni nausée. Juste à la fin, de l'euphorie. On regardait le meilleur pâtissier, le replay, pour être dans le thème. Résultat des courses qu'on a eu, les résultats de la prise de sang, c'est totalement normal en fait que il ne se soit rien passé. Mon corps gère de fou le sucre. Aucun diabète. Absolument aucun. Noël, normal. J'ai rien à dire. Au niveau des symptômes, 6e mois, mon ventre il était déjà un peu gros. Ça allait plutôt bien. J'avais des vertiges et j'avais mal aux jambes et j'avais froid. Comme j'ai dit, j'ai pris du fer et j'ai surtout mis mes bas de contention. En fait, il y a des jours où je sautais un jour parce que ça me saoulait et en fait non, t'as une insuffisance veineuse donc tu vas les porter jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Et évidemment confirmation de bébé qui a un grand fémur et donc je sentais très bien ces mouvements dès au 6e mois, c'est bon quoi. Bien rodé. 7e mois, donc c'est là où je recommence à prendre du poids. Fin du 7e mois, j'étais à 103,5. Toujours pas rattrapé les 105 de départ, toujours un très beau ventre. Et là on a fini la chambre de baby. Les cours de préparation à l'accouchement ont commencé, super. En fait, les cours de préparation à l'accouchement, c'était surtout comment fonctionne la clinique, comment ça se passe un accouchement de façon générale, comment ça se passe après, les soins. Il y a plein de questions auxquelles ils répondent et c'est très intéressant et très important. Vraiment, ça fait beaucoup de bien d'avoir eu ces cours-là, ça rassure beaucoup. Et à partir du 6e mois, j'ai commencé aussi le yoga prénatal, pareil avec le cabinet de sage-femme de la clinique. Et ça, je regrette pas du tout, parce que vraiment, les douleurs au bassin, elles sont arrivées très vite. Le yoga, il m'a trop servi, il me sert d'ailleurs tous les jours, parce que je continue d'en faire pratiquement tous les jours des mouvements, parce que il faut que je bouge ce bassin. Et en fait, c'est tout simplement, mon bébé commence à avoir la sortie. C'est un peu tôt à 6-7 mois, mais mine de rien, moi, il était déjà bas très tôt, Enfin, tête en bas très tôt. Tout se passe bien, toutes les échos de contrôle sont parfaites. Juste, on a un grand bébé. Donc on a eu la T3, qui était marrante, parce que c'était en plein pendant les mouvements de grève des médecins et tout. Et donc, ma gynéco était de garde pour la clinique. Et quand c'est comme ça, il faut qu'ils signent des documents avec les flics. Et en fait, les flics, ils ont toqué à la porte au moment où on avait fini notre écho. Et du coup, elle était pas très bien la pauvre. Et mon ventre il était vraiment gros, c'était douloureux. 6e mois, ça a commencé vraiment à être un peu dur. On a été malade aussi pendant le 6e mois parce que du coup on avait fait les fêtes en famille et moi je m'étais faite vacciner grippe Covid et j'ai tellement bien fait parce que du coup on a été malade, mais moi j'ai été malade comme un rhume on va dire, mais avec la grossesse c'est quand même assez amplifié, donc je vous recommande vraiment de faire les vaccins grippe Covid si vous êtes pareil dans les mêmes zones que moi. Au 6e mois j'avais vraiment hâte de le voir, de le sentir, de le toucher. Les mouvements ils sont pas aussi réguliers qu'ils ne le sont aujourd'hui, mais ils l'étaient quand même et j'avais heureusement hâte à ce moment-là. On est au 8e mois avec Chouchou qui est là. Et 8e mois, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va toujours super. On a eu plus de rendez-vous avec la PMI, donc on a eu 4 parents et on a eu la puéricultrice de la PMI qui sont venus. On a arrêté aussi nos allers-retours en Suisse depuis le 6e ou 7e mois. Je sais plus, parce que je supportais plus de faire les 3 heures de route. J'avais vraiment les douleurs au bassin, donc c'était impossible de faire des longs trajets. 7e et 8e mois, j'ai commencé à avoir d'autres pensées, parce qu'on se rapproche de l'accouchement, et franchement, TikTok m'a bouffé littéralement mon moral, parce qu'il y avait que des récits d'accouchement catastrophiques. L'allaitement, parce que moi je souhaite allaiter, c'est tout pareil, une catastrophe. Donc je trie les informations parce qu'il y a quand même des trucs qui sont super intéressants sur TikTok. Et c'est pour ça que je peux pas m'empêcher d'aller sur cette plateforme-là. Je suis des comptes qui sont super. J'ai réussi à récolter toutes les informations que j'avais besoin pour mon allaitement parce que évidemment que ce que j'ai eu en cours de préparation à l'accouchement, ça suffit clairement pas pour se préparer à l'allaitement. Donc merci TikTok pour ça, merci Internet aussi, les associations, de faire des sites qui sont vachement bien et qui permettent d'accompagner les futures mamans parce que vraiment
C'est pas simple. J'ai pas pris de rendez-vous avec une conseillère en lactation pour des raisons financières, parce qu'on a eu un petit pépin qui s'est résolu, mais du coup on reste comme on est. Je me suis renseignée par moi-même, on verra bien. On sait qu'il y a une conseillère en lactation qui est juste à côté de chez moi, et que voilà, on sait qu'il faut contacter. On n'est pas inquiet non plus par ce que proposait la clinique. Ça aussi c'est très rassurant. À la fois c'est intéressant d'avoir TikTok, et à la fois ça l'est pas, dans le sens où ça t'apporte quand même des choses négatives quoi. Alors que quand j'allais au cours de préparation à l'accouchement, quand je discutais avec ma sage-femme, mes sages-femmes, parce que finalement j'en ai vu 2, une pour les cours de yoga, même personne a fait le cours de piscine prénatale, incroyable aussi, faites-le, faites tout ce qu'il y a à faire, vraiment profitez de votre grossesse, c'est trop bien. C'est des connexions avec votre bébé, c'est du bien-être pour vous, enfin ne vous privez pas de ce genre de choses. Vraiment. Mais donc du coup, quand je revoyais d'autres mamans, etc., toutes les grossesses se passent bien. Il n'y a pas ce qu'il y a sur TikTok. Puis quand t'écoutes les statistiques de la clinique, t'es en mode, mais en fait, ce qu'il y a sur TikTok, c'est pas du tout une généralité. Mais du tout. Faut se dire que personne ne parle de la grossesse positivement. Donc forcément que t'as des appréhensions, etc. Moi, je vous le dis, je pense, et vous pouvez le conclure après ce récit mois par mois, que vraiment... j'ai eu une grossesse de rêve. Ne pas vomir, mais plutôt que ça sorte de l'autre côté, déjà. Plusieurs fois, j'ai eu voilà, des selles un peu molles ou des diarrhées ou genre de trucs, mais c'est tellement plus gérable que d'avoir des nausées, des vomissements, hein, je vous le dis. Puis même d'être si bien entourée, d'avoir créé mon cocon, d'avoir un chéri tel qu'il est aussi. Toute ma grossesse a été merveilleuse. Je suis aux anges. Évidemment, si c'était à refaire, je le referais. Pour nos achats, on a beaucoup anticipé aussi. Enfin, on n'a pas anticipé, mais dès le début, on a acheté. Dès l'instant où on a appris que j'étais enceinte, on a commencé les achats. Et on les a étalés sur toute la grossesse. Tous les changements ont été étalés également. Ce que j'ai fait, c'est que pour les gros achats de meubles, etc., ils ont été faits le plus possible en avance. Parce que en fait ton corps à la fin tu le bouges plus, en fait c'est pas la même chose. 6-7 mois t'évites de porter des charges lourdes, etc. Bon, 8-9 mois je dis pas, il y en a beaucoup qui le font quand même si c'est vraiment pas une bonne idée. L'idée c'est que bébé reste le plus longtemps possible dans le ventre. Pour vous dire vraiment j'ai eu une grossesse géniale. Ce que je peux vous dire c'est profiter. Donc voilà, c'est je pense la fin de cette vidéo. Je pense que j'écrirai aussi ce récit parce que il y a peut-être pas mal de choses que j'ai pas abordées ou je me suis pas arrêtée sur certains points. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je nous souhaite une belle rencontre. Voilà. Le corps d'une femme me fascinera toujours. Je ne sais pas comment il se met. Voilà, je ne comprends pas. Là, il y a son cul. Ici. Ouh. Pardon. Et là, il y a son cul. Son genou. J'en sais rien en fait. Je suis perplexe. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il est à la place. C'est faut sortir, hein. On t'attend.